Le ciel du Burkina Faso a changé. Un matin, il ne s'agissait plus de l'aube que l'on connaissait. C'était une tempête d'ailes blanches, un phénomène qui a tout remis en question. Mais derrière cette scène de beauté apparente, il y avait un calcul scientifique, un pari audacieux. Ibrahim Traoré et son équipe ont lancé l'opération Skyroots. Le monde a ri, mais les preuves sont venues. Le sol, sec depuis des décennies, a montré des signes de vie. Le désert a respiré. Ibrahim Traoré savait que tout n'était qu'une question de mémoire. Que diriez-vous si le sol pouvait se souvenir? Au-delà de l'expérimentation, l'opération Skyroots représente un tournant pour la région du Sahel. Pendant des années, la science occidentale a échoué à enrayer la désertification. Les machines et les technologies sophistiquées n'ont pas pu ramener la vie dans un sol stérile. Pourtant, Ibrahim Traoré a misé sur une approche radicalement différente, la nature elle-même. En libérant 2 millions de colombes porteuses de capsules biologiques, il a cherché à réveiller un écosystème oublié, enfoui sous des siècles de poussière et de sécheresse. Cette méthode, bien que vue comme une folie par certains, promettait de rétablir un équilibre écologique. Ibrahim Traoré savait que si cela réussissait, cela pourrait redéfinir non seulement l'agriculture au Sahel, mais aussi la manière dont le monde percevait le progrès. La question n'était pas de savoir si cela fonctionnerait, mais quand. Le ciel bougeait, et avec lui, une nouvelle vision du futur. Ibrahim Traoré a défié les sceptiques du monde entier. En 2025, il a lancé l'opération Skyroots, un projet audacieux qui n'était rien de moins qu'un combat contre la désertification. Mais ce n'était pas une simple tentative de reforestation, c'était une réécriture des règles écologiques du Sahel. L'idée semblait irréaliste. Relâcher 2 millions de colombes dans un désert pour y semer la vie. Chaque oiseau portait une capsule de graines et un biofilm vivant, conçu pour activer des bactéries endormies sous des couches de sable. Ibrahim Traoré savait que les oiseaux portaient non seulement des graines, mais aussi une mémoire génétique enfouie. Cela représentait un retour à un écosystème oublié, bien avant l'arrivée des machines modernes. Le projet ne visait pas à cultiver des arbres directement. Plutôt, il cherchait à réveiller le sol lui-même, à raviver les bactéries naturelles qui fixaient dans l'azote et à créer des conditions propices à la croissance de la végétation. Mais au départ, les critiques étaient nombreuses. Des experts appelaient cela un geste symbolique, une farce, une superstition. Pourtant, un mois après le lâcher des colombes, des images satellites ont révélé une vérité qui changea la donne. Là où les oiseaux étaient passés, des points verts apparaissaient dans le désert. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement déclenché une réaction biologique, il avait réveillé une mémoire oubliée du sol. Les sceptiques ont cessé de rire lorsqu'ils ont vu que les premières pousses de vie commençaient à percer la surface du sable. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas le hasard. Les oiseaux avaient fait ce que la science moderne n'avait pas réussi à accomplir en des décennies. La Terre se réveillait. Derrière l'opération Skyroots, il y avait un homme qui avait vu au-delà des scepticismes et des barrières scientifiques. Ibrahim Traoré. Né dans un village du Sahel, il n'était pas un scientifique dans le sens classique du terme, mais un visionnaire. Son approche était guidée par des années d'observation des changements dans son environnement. Depuis son enfance, il avait entendu parler de la sagesse ancestrale des bergers et des paysans, qui évoquait des oiseaux apportant la vie au désert. Pour eux, cette sagesse n'était pas un mythe, mais une réalité ignorée par les scientifiques modernes. Ibrahim Traoré savait que la clé de la régénération du Sahel ne résidait pas dans des solutions importées, mais dans le respect et l'utilisation des anciens savoirs. L'idée de faire revivre les bactéries et la faune du sol à travers les colombes était une manière de réconcilier la science moderne et les pratiques anciennes. En relâchant ces oiseaux porteurs de capsules biologiques, il espérait réveiller une mémoire du sol enfouie depuis des siècles. Les premiers signes de succès ne se firent pas attendre.
En quelques jours, les images satellites montraient des changements dans la couleur du sol, des taches de verdure apparaissant où il n'y avait que du sable auparavant. Les villageois observaient avec incrédulité les premiers signes de vie dans un désert apparemment stérile. Pour eux, c'était un miracle, mais pour Ibrahim Traoré, c'était simplement la validation de sa vision. La nature elle-même pouvait se régénérer. Cependant, Ibrahim Traoré savait qu'il ne s'agissait que du début. La question restait: cette petite victoire dans le Sahel pouvait-elle être reproduite à plus grande échelle? Au fur et à mesure que les semaines passaient, les signes de changement devenaient de plus en plus visibles. Ibrahim Traoré observait, fasciné, le déroulement d'une transformation qu'il avait espérée mais jamais imaginée à cette échelle. Les oiseaux, porteurs de capsules de graines et de microbes vivants, avaient laissé leur marque dans le désert. Mais ce n'était pas simplement une question de petites pousses vertes qui perçaient la surface du sable. Ce qui se passait sous terre était encore plus fascinant. Le sol, autrefois stérile et aride, montrait des signes de régénération biologique. Les premières observations satellitaires enregistraient une légère augmentation de l'humidité du sol. Le satellite détecta aussi des traces des lignes sinueuses qui suivaient les trajets migratoires des colombes. Ces lignes n'étaient pas simplement des changements dans la texture du sol, elles étaient un indicateur clair de la manière dont les capsules biologiques dissoutes dans le sable avaient commencé à réactiver des micro-organismes dormants depuis des siècles. Les chercheurs étaient stupéfaits. Ces changements ne se limitaient pas à des plantes en surface, le sol lui-même, avec ses micro-organismes, se réveillait. Le scepticisme mondial se transforma rapidement en attention curieuse. Les médias, qui avaient initialement raillé l'initiative, commencèrent à faire état de ces phénomènes inexpliqués. Les premiers résultats des tests sur l'humidité du sol et la température ambiante étaient remarquables. Les scientifiques étrangers ont tenté de rationaliser ces résultats en affirmant que ce phénomène était une simple coïncidence, mais les données devenaient de plus en plus solides. Les villages voisins, qui n'avaient jamais vu la pluie depuis des années, commençaient à expérimenter des changements climatiques subtils. La chaleur du jour était moins intense et la nuit, les températures restaient plus fraîches. Une semaine après le lancement de l'opération, la transformation était évidente. Les anciens de la région qui avaient vécu toute leur vie sous un ciel désertique commencèrent à observer des changements dans la faune. Les insectes, les vers de terre, des espèces disparues depuis des décennies réapparaissaient timidement. Les résultats étaient suffisamment impressionnants pour qu'un nombre croissant de scientifiques européens et africains se rendent sur le terrain pour observer de près. Mais Ibrahim Traoré savait que ces premiers signes de réussite étaient seulement le début. Ce qu'il avait lancé n'était pas un projet ponctuel, mais un défi à long terme. Il n'était pas question de prouver que cela fonctionnait, mais de savoir si cette méthode pouvait être utilisée pour résoudre le problème de la désertification sur une plus grande échelle. Au fur et à mesure que les recherches s'intensifiaient, des données nouvelles sur les niveaux de nitrates, les bactéries fixatrices d'azote et l'humidité du sol confirmaient l'hypothèse de Ibrahim Traoré. En seulement quelques semaines, une partie du désert sahélien, réputé pour sa stérilité, montrait des signes de vie biologique qui auraient été impensables quelques mois plus tôt. Le projet Skyroots n'était plus un simple rêve, mais un modèle d'innovation verte qui pourrait bien réécrire les règles de la régénération écologique. Les résultats chiffrés en provenance du terrain étaient irréfutables. En l'espace de quelques semaines, les effets de l'opération Skyroots ont été mesurés avec une précision scientifique. Ibrahim Traoré savait que la validation de son projet passerait par des chiffres clairs et quantifiables. Ce qu'il avait entre les mains n'était pas une simple démonstration théorique, mais un modèle avec des données tangibles. Le premier indicateur mesuré a été l'humidité du sol. Des capteurs intégrés dans le sable ont montré une augmentation de 12% en seulement une semaine.
Ces données ont été confirmées par l'imagerie thermique satellitaire qui révélait des zones où l'humidité était anormalement plus élevée, suivant précisément le chemin emprunté par les colombes lors de leur vol. Ces résultats étaient significatifs. Une Terre qui se réchauffait habituellement sous l'effet du Soleil était maintenant capable de retenir la chaleur pendant la nuit, un phénomène normalement observé dans des sols fertiles et non dans des déserts arides. Les, scien- les scientifiques ont aussi observé une augmentation de 15% des niveaux de nitrate dans le sol. Bien que cela semble modeste, ce chiffre était crucial pour la régénération écologique du Sahel. Les nitrates sont essentiels à la croissance des plantes car ils sont l'un des principaux nutriments nécessaires pour nourrir la végétation. Une telle augmentation des niveaux de nitrate dans un sol auparavant stérile représentait une avancée décisive. Les experts ont commencé à analyser les données collectées par les capteurs et ont confirmé que l'action des oiseaux porteurs des capsules biologiques avait commencé à réactiver des processus microbiens dormants sous la surface du sol. Un autre résultat significatif a été la détection de nouvelles poches d'air plus fraîches dans les zones où les oiseaux avaient volé. L'imagerie thermique a capté une légère baisse de température d'environ 1,7 degrés dans les zones de test, une caractéristique typique des sols vivants capables de retenir l'humidité. Cela confirmait que le sol n'était pas simplement plus humide, mais qu'il était en train de redémarrer un cycle naturel. Ce phénomène, connu sous le nom de respiration du sol, était un signe fort que le désert, à travers l'activation des microbes et des bactéries, retrouvait peu à peu ses capacités biologiques originelles. Les observations étaient encore plus frappantes lorsqu'elles concernaient la biodiversité. En à peine 2 semaines, les termites, absentes depuis des années, réapparaissaient dans les zones testées. Des insectes, des vers de terre et d'autres formes de faune qui avaient disparu avec la dégradation du sol recommençaient à faire surface. Ces changements ont été mesurés grâce à des observations directes des chercheurs et par des relevés de population effectués par les villages environnants. L'équipe de Ibrahim Traoré avait réussi à prouver que la réactivation du sol allait bien au-delà des simples plantes. Elle touchait tout l'écosystème. Les médias internationaux, qui avaient d'abord rejeté ces résultats comme étant trop marginaux, ont commencé à s'intéresser sérieusement à l'impact de l'opération. Les premiers résultats étaient là, ils étaient irréfutables. La technologie utilisée dans l'opération Skyroot n'était pas simplement une idée, c'était une méthode qui générait des résultats mesurables. L'opération Skyroot ne se contentait pas de remettre en cause les solutions technologiques traditionnelles. Elle ouvrait un débat plus vaste sur la manière dont le monde aborde la lutte contre la désertification et le changement climatique. D'un côté, il y avait ceux qui prônaient les technologies avancées, les machines, les systèmes d'irrigation sophistiqués et l'ingénierie génétique comme solution de pointe. De l'autre, il y avait Ibrahim Traoré qui apportait une solution basée sur la sagesse ancestrale et les mécanismes naturels du sol. Les défenseurs des approches technologiques affirmaient que seule la science, par l'intermédiaire des machines, pourrait résoudre les problèmes environnementaux de l'Afrique. Ils soutenaient que l'opération Skyroot était une expérience isolée et que son efficacité à grande échelle était hautement incertaine. L'idée que des colombes, portant des capsules de graines et de microbes, puissent, à elles seules, restaurer des écosystèmes entiers semblait à leurs yeux naïve et irréaliste. Pour eux, des infrastructures massives et des investissements en équipement étaient nécessaires pour affronter les défis environnementaux. Cependant, les résultats obtenus par Ibrahim Traoré étaient en train de renverser cet argument. En activant le sol grâce à des processus naturels et des micro-organismes qui y étaient déjà présents, il prouvait que la nature elle-même détenait les clés de la régénération sans avoir besoin de machines ou de produits chimiques.
Ce n'était pas seulement une question de reforestation ou de plantation d'arbres, mais de rétablir l'équilibre écologique à un niveau microbien. L'expérience prouvait que les systèmes naturels étaient bien plus résilients et adaptatifs que beaucoup ne l'avaient cru. Les critiques affirmant que le projet ne pourrait jamais être reproduit à grande échelle se trouvaient confrontés à des données de plus en plus solides. Ibrahim Traoré savait que l'extension du modèle nécessiterait des ajustements et une évaluation continue. Toutefois, la croissance rapide et mesurable des premières pousses, la réactivation des micro-organismes et les résultats climatiques observés laissaient penser qu'une véritable révolution écologique était possible. Le défi désormais était de passer de l'expérimentation à une mise en œuvre à grande échelle et d'impliquer plus de pays africains dans l'initiative. Au milieu de l'opération Skyroots, une révélation s'imposait. La vraie victoire ne résidait pas seulement dans la croissance des plantes ou dans la réactivation du sol, mais dans la manière dont le projet redéfinissait la relation de l'humanité avec la nature. Ibrahim Traoré n'avait pas simplement prouvé que des colombes pouvaient ne faire pousser des plantes dans le désert, mais qu'il était possible de créer un modèle durable sans dépendre de la technologie importée. Ce qui se passait là au Burkina Faso n'était pas juste un test local, mais un message aux nations du monde entier. La nature, lorsqu'on lui donne la chance, peut se guérir d'elle-même. Les premières images montrant des courants de verdure traversant les dunes de sable ont eu un impact considérable, mais le véritable changement résidait dans la transformation de l'état d'esprit. Le monde entier commençait à se demander si la solution au changement climatique et à la désertification n'était pas en train de se dessiner sous leurs yeux. Ce projet allait au-delà de l'innovation écologique, il devenait une révolution des mentalités. Ibrahim Traoré avait ouvert une porte vers un futur où la collaboration avec la nature remplaçait la domination par la technologie. L'impact de l'opération Skyroot allait bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Dès les premiers signes de succès, l'attention internationale se focalisa sur le Sahel. Ce qui avait commencé comme une initiative locale se transformait peu à peu en un modèle d'inspiration pour d'autres nations confrontées à la désertification. Les résultats obtenus à travers l'utilisation de méthodes naturelles plutôt que technologiques prenaient d'une ampleur considérable. Les pays voisins, comme le Niger, le Mali et le Tchad, ont rapidement commencé à manifester un intérêt croissant pour la reproduction du modèle Skyroots sur leurs propres terres arides. Le plus frappant parmi les résultats observés dans les régions où les colombes avaient volé, c'était la régénération du sol. Ce phénomène ne se limitait pas à une simple poussée de végétation temporaire. Au contraire, il s'agissait d'un véritable renouveau biologique, où l'humidité, les nitrates et la biodiversité se rétablissaient de manière durable. Cette dynamique avait des conséquences profondes sur l'agriculture, qui, autrefois incertaine et limitée par la stérilité du sol, semblait désormais avoir un avenir prometteur. L'impact social n'était pas moins significatif. Les communautés locales, qui avaient vu leur mode de vie s'effondrer sous les effets de la désertification, se redressaient lentement. Les paysans retrouvaient un espoir, certains commençant à cultiver des cultures autrefois impossibles à faire pousser dans ces conditions arides. Les enfants qui avaient grandi dans un environnement marqué par la sécheresse apprenaient désormais dans des écoles où la régénération écologique devenait un sujet d'étude à part entière. En termes économiques, la renaissance du sol apportait des bénéfices tangibles. Le retour des insectes, des vers de terre et d'autres formes de faune ouvrait de nouvelles perspectives pour les marchés locaux. La production de miel, par exemple, augmenta de manière spectaculaire grâce à l'essor des populations d'abeilles. La récolte de miel devint une source de revenus importante pour les villages locaux, contribuant à stimuler l'économie régionale. L'initiative Skyroots ne se limitait pas à un acte de régénération écologique. Elle était devenue un moteur économique pour des communautés entières. Mais les conséquences ne s'arrêtaient pas là.
À l'échelle mondiale, l'opération Skyroot devenait un symbole de ce qui pouvait être accompli en replaçant la nature au cœur des solutions. Cela remettait en cause les modèles dominants basés sur des infrastructures coûteuses et des solutions technologiques. Le projet démontrait que la nature, avec un peu d'attention et de respect, pouvait se réparer d'elle-même, et que l'humain avait un rôle à jouer non pas en tant que dominateur, mais en tant que partenaire. Les chiffres de succès étaient indéniables. Les taux de déforestation dans la région ont diminué, la biodiversité a augmenté, et l'équilibre climatique local s'est progressivement rétabli. Mais plus important encore, Ibrahim Traoré avait prouvé au monde qu'une solution véritablement durable pouvait émerger de la symbiose entre l'homme et la nature sans machines ni produits chimiques. L'opération Skyroot, désormais un modèle mondialement observé, se trouvait à un carrefour décisif. Comment allait-elle évoluer au cours des 6 à 12 prochains mois? Trois scénarios se dessinaient alors, chacun comportant des défis uniques, mais aussi des opportunités considérables. Dans le scénario de base, une expansion contrôlée est envisagée, prévoyant une extension progressive du projet dans toute la région du Sahel, avec un soutien accru des gouvernements et des organisations internationales. Dans ce scénario, le modèle Skyroot se stabilisait et devenait une méthode viable à grande échelle, en particulier dans des pays comme le Mali, le Niger et le Tchad, qui avaient déjà exprimé un intérêt marqué pour la méthode. L'objectif serait d'assurer une mise en œuvre systématique avec des suivis réguliers des résultats. Les communautés locales seraient formées pour gérer les projets de régénération en veillant à ce que les techniques naturelles soient intégrées dans leurs pratiques agricoles. Ce scénario impliquerait un financement international et un soutien logistique pour étendre l'initiative au-delà des frontières du Burkina Faso. Bien que la croissance serait mesurable, les défis seraient de taille. Assurer un suivi rigoureux, collecter des données fiables et convaincre les sceptiques de l'efficacité à long terme. Dans le scénario optimiste, un modèle mondial est imaginé où l'opération Skyroot dépasserait les frontières africaines et serait adoptée par d'autres régions en crise écologique, notamment en Asie et en Amérique latine. Le succès au Sahel inciterait une mobilisation mondiale autour de ce modèle basé sur la nature. Des partenariats avec des entreprises écologiques et des gouvernements européens pourraient propulser le projet vers une nouvelle ère. L'opération pourrait devenir un modèle pour une nouvelle approche de la régénération écologique globale. Le financement pour des projets de ce type augmenterait et de nombreux pays pourraient voir leurs écosystèmes restaurés sans avoir à investir dans des infrastructures coûteuses. L'implication d'organisations comme les Nations Unies et l'Union européenne dans l'extension de cette méthode offrirait une chance de transformation systémique à l'échelle planétaire. Cependant, le défi résiderait dans l'intégration des savoirs traditionnels locaux et des solutions modernes de manière harmonieuse et respectueuse. Enfin, dans le scénario pessimiste, des obstacles géopolitiques et économiques sont anticipés, envisageant l'échec du projet à s'étendre au-delà du Burkina Faso. Les obstacles géopolitiques, comme les tensions régionales et les conflits internes dans certains pays sahéliens, pourraient ralentir ou stopper l'expansion. Les pressions économiques, notamment la priorité donnée à des projets plus visibles et technologiquement avancés, pourraient détourner les ressources nécessaires pour étendre le modèle Skyroots. De plus, la résistance de certains secteurs industriels, particulièrement ceux liés à l'agriculture intensive et aux technologies agricoles modernes, pourrait freiner le développement du projet. Un manque de soutien politique ou une gestion insuffisante à grande échelle pourrait empêcher les bénéfices du modèle Skyroot d'être répliqués ailleurs. Alors que l'opération Skyroot gagnait en reconnaissance internationale, son impact ne se mesurait pas seulement en termes écologiques ou économiques.
Il touchait aussi le cœur des populations locales, mais aussi des spectateurs du monde entier. Ce modèle de régénération basé sur la nature était une révélation pour de nombreuses personnes, transformant la manière dont elles comprenaient la lutte contre la désertification et le changement climatique. Ibrahim Traoré avait réussi à créer une histoire qui résonnait profondément, non seulement dans les villages du Sahel, mais aussi au niveau mondial. Les communautés locales ont vu des changements réels dans leur quotidien. Les fermiers, qui avaient longtemps lutté contre la stérilité de la terre, ont retrouvé un espoir qu'ils pensaient perdu à jamais. Mais ce n'était pas juste une histoire de plus de végétation ou d'humidité dans le sol. C'était la naissance d'une nouvelle façon de penser. Les enfants, qui avaient grandi dans un environnement marqué par la sécheresse et la pauvreté, ont commencé à voir des opportunités pour l'avenir. Pour eux, l'opération Skyroots représentait une nouvelle manière d'aborder le monde naturel, non comme une ressource à exploiter, mais comme un partenaire avec lequel il fallait coexister. Mais au-delà des communautés locales, le projet a également frappé un écho profond au sein du grand public. Les médias internationaux ont diffusé des images spectaculaires de ces oiseaux volant au-dessus des dunes du Sahel, emportant avec eux des graines de vie. L'histoire de Ibrahim Traoré et de son équipe devenait un symbole de l'ingéniosité humaine face à des défis apparemment insurmontables. De nombreuses personnes à travers le monde ont vu dans ce projet un modèle d'espoir et de changement durable, montrant que les solutions aux problèmes mondiaux pouvaient provenir des endroits les plus inattendus. L'opération Skyroots, après ses premiers succès, se trouvait désormais face à une étape cruciale. Comment capitaliser sur ces réalisations et les transformer en une solution durable et scalable à l'échelle régionale puis mondiale? Le chemin vers l'extension du modèle nécessitait une série d'étapes précises pour garantir une mise en œuvre efficace et respectueuse des réalités locales. Pour renforcer les partenariats locaux, il est essentiel de noter que le succès de l'opération Skyroots dépendait de l'implication des communautés locales. La première étape consistait donc à établir des partenariats solides avec les gouvernements locaux, les organisations communautaires et les institutions éducatives. Ces acteurs seraient responsables de l'éducation des agriculteurs et des populations locales pour leur fournir les outils et les connaissances nécessaires à la gestion de la régénération écologique. La formation sur les méthodes de gestion de l'écosystème et la collecte des données écologiques deviendraient essentielles pour garantir la pérennité de l'initiative. Concernant l'évaluation et l'adaptation du modèle, il faut souligner que chaque nouvelle région où l'opération Skyroots serait déployée nécessiterait une évaluation approfondie des conditions locales. Cela impliquait de prendre en compte les différents types de sols, les conditions climatiques et les besoins écologiques spécifiques à chaque zone. Ibrahim Traoré et son équipe travaillaient à l'élargissement du modèle en fonction des retours d'expérience, en s'assurant que la méthode était adaptable à des environnements variés. Pour l'expansion via des financements internationaux, l'étape suivante était de sécuriser un financement international pour soutenir l'extension du modèle. Les organisations internationales, les gouvernements européens et les entreprises écologiques joueraient un rôle central en fournissant des fonds pour la recherche, le développement et la mise en œuvre de l'opération Skyroots dans d'autres régions touchées par la désertification. Enfin, en ce qui concerne la communication et le plaidoyer mondial, un autre aspect clé de cette expansion résidait dans la communication. Il était essentiel de diffuser largement les résultats du projet pour convaincre les acteurs mondiaux de la viabilité de la méthode. Des campagnes de sensibilisation à travers des conférences, des documentaires et des événements internationaux mettraient en lumière l'impact concret de Skyroots, transformant l'initiative en un mouvement global.
L'opération Skyroot n'était plus simplement un projet écologique. Elle était devenue une véritable métaphore du changement, un symbole d'espoir pour le Sahel et au-delà. Le sol du désert ne se contentait plus de supporter la vie, il la redonnait. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple innovateur, était devenu un messager de cette renaissance. Il avait prouvé que l'ingéniosité humaine ne résidait pas dans des machines sophistiquées ou des systèmes complexes, mais dans la capacité à écouter et à travailler avec la nature. Les enfants des villages, autrefois hantés par la sécheresse, avaient désormais des rêves plus grands. Ils peignaient des colombes sur les murs de leurs écoles, symbole d'un futur où la vie renaît de l'impossible. Les fermiers, les anciens et même les sceptiques se retrouvaient unis par une vision commune, celle d'un avenir où la terre et l'homme se réconcilient. Ibrahim Traoré avait donné une voix à ce changement, une voix qui résonnait dans les champs de sable comme un souffle de vie. À l'heure où les caméras internationales revenaient pour filmer cette transformation, il était évident que ce n'était pas qu'un projet écologique. C'était un moment où l'humanité redécouvrait son lien profond avec la nature, un lien que l'opération Skyroots venait de restaurer avec succès. L'opération Skyroots a prouvé que l'avenir ne se trouve pas dans des solutions technologiques imposées de l'extérieur, mais dans l'harmonisation avec les forces naturelles. Ibrahim Traoré a ouvert la voie à une nouvelle manière de penser et d'agir pour notre planète. Ce qui a commencé comme un projet dans le Sahel pourrait bien être la clé de la régénération écologique à l'échelle mondiale. Mais pour que cette vision devienne réalité, chaque voix compte. C'est à nous tous de prendre position. Soutenir des initiatives qui valorisent la symbiose avec la nature, encourager l'éducation environnementale et promouvoir des solutions durables à travers le monde. Rejoignez ce mouvement, que vous soyez citoyen, entrepreneur ou décideur, parce que l'avenir de notre planète se construit d'aujourd'hui dans les champs de sable du Sahel et peut-être même dans votre propre jardin.